Go. Ok, bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, on est rejoint par Stefano Lorenzoni. Voilà, il va se présenter juste après. Et donc, le but de ce live, ça va être de vous donner les clés pour déjà bien comprendre comment fonctionne l'empreinte carbone, d'où elle vient, qui est concerné, comment agir, comment se faire un vrai plan d'action, notamment si vous êtes dans une entreprise sur des postes liés à la RSE. Et ça pourrait vous aider, mais on va voir suite de ce live que ça peut aussi concerner d'autres agents. Et on va aussi expliquer à la fin le fonctionnement de notre plateforme Crédit Carbone qui devrait voir le jour d'ici quelques semaines. Où voilà, notre mission, ça va être de centraliser les projets partout dans le monde, essentiellement au Brésil, euh, pour des projets compensatoires sur le marché du carbone volontaire. Donc merci Stéphano d'avoir pu te libérer. Donc aujourd'hui, on va pouvoir te poser un peu quelques questions. Et donc je pense que ça peut être bien un peu qu'on reprenne les bases au début, notamment la partie historique, d'où ça vient, parce qu'on parle beaucoup du carbone, mais on peut penser que c'est pas non plus le seul gaz qui est nocif. On va peut-être pas rentrer dans les détails, mais je te laisse en parler un peu plus. C'est toi le pro? Allez. Bonjour Stéphane, merci, c'est moi qui te remercie. C'est toujours agréable de pouvoir en parler de la compensation carbone, l'environnement et le rôle qu'on doit jouer aujourd'hui plus que jamais pour l'avenir de l'humanité, j'ai envie de dire. Donc, alors moi je m'appelle Stéphano, je suis au Brésil, je suis brésilien. Je suis arrivé en France quand j'étais adolescent, j'avais une quinzaine d'années, pas plus. Et donc, vous allez un peu m'excuser si j'ai un petit accent et que des fois, je mange un peu mes mots. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus concis possible et essayer de vous présenter quelque chose de très clair. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour en parler, comme Stéphane a dit, de la compensation du carbone, c'est-à-dire comment compenser son empreinte carbone, que ce soit la sienne, la mienne, je veux dire, que ce soit la vôtre, que ce soit celle d'une entreprise, que ce soit celle d'un produit. Nous sommes là pour en discuter sur ça. Donc, j'ai préparé une petite diapo. Et ouais, j'ai préparé une petite diapo. J'espère que vous allez l'aimer. Voilà, j'ai commencé par parler de l'empreinte carbone et j'ai passé à la suivante qui est qu'est-ce que la compensation carbone, sa définition. En fait, la définition, elle est le fait que ça soit une compensation, c'est-à-dire nous tous, nous émettons tous les jours des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Bon, on n'émet pas que du CO2, mais c'est le gaz qu'on émet en plus grande quantité. Donc, les décisions ont été prises, les études ont été faites, et aujourd'hui, nous avons à peu près une dizaine de tonnes, c'est ça la valeur aujourd'hui en moyenne, par personne d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. C'est-à-dire que en collectif, nous, l'étude qui a été menée dit que les habitants sur Terre émettent à peu près 10 tonnes par an, ce qui est équivalent de 50 milliards de tonnes par an émis par la planète en CO2 dans l'atmosphère, ce qui est vraiment énorme. La courbe, elle n'arrête pas de grandir. Et donc, pour cela, là, les températures augmentent, les glaciers fondent, les mers montent et les effets catastrophiques s'enchaînent les uns après les autres. Donc, comment je pourrais vous présenter une compensation de carbone? Donc, aujourd'hui, tous ces gaz qu'on émet dans l'atmosphère, ils sont capturés tout d'abord par la mer, à travers les photons et tout ça, et aussi par les forêts en général. Comment les forêts arrivent à capter le CO2 de l'atmosphère, Stéphane, vous allez me dire. Donc, en fait, les arbres, elles ont besoin du CO2 pour grandir. Le CO2, c'est une matière on trouve dans chaque matériau dans le monde. Dans chaque molécule, nous avons du CO2. En fait, c'est une molécule clé pour l'existence de la matière. Donc, un arbre, c'est de la matière. Il a besoin de grandir. Il grandit en utilisant le CO2 qui est dans l'atmosphère, en fait.
c'est comme ça, faire à travers la photosynthèse qui est faite de jour, à travers la lumière du soleil. Les arbres, elles utilisent ce CO2 pour grandir à travers sa respiration. Et donc, tout le CO2 que les arbres arrivent à capter à travers la photosynthèse, il se retrouve dans les feuilles, dans les troncs, dans les racines, dans le sol, et on arrive à garder le CO2 qui est émis dans l'atmosphère. Voilà le principe général de la chose. À partir de ce principe, on se doute bien que si demain on coupe un arbre, on le brûle, tout le CO2 qui est stocké, il repart dans l'atmosphère. Donc la boucle, elle est toujours bouclée. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas laisser que tout ce CO2 revienne dans l'atmosphère? Eh ben, on conserve les arbres. D'accord, très clair. Et là, du coup, On finalement, conserve les forêts, on conserve les arbres qui nous permettent de compenser. excuse-moi, ça a coupé. J'ai cru que t'avais arrêté ta phrase. Et du coup, là, Stéphane, juste une petite remarque. Ouais. Désolé pour les coupures. Je vous en prie, désolé, parce que je suis au Brésil. Je vous ai déjà dit, je le sais. Mais, comme on dit ici, le Brésil, ils sont doués pour le football, mais pas pour Internet. Ok. oui, je pense qu'on avait discuté avec d'autres acteurs brésiliens, franco-brésiliens, ils nous avaient dit la même chose. Et du coup, bah, ça rebondit sur ma question d'après. C'est pas un hasard que tu sois brésilien et que tu nous parles de compensation carbone. Historiquement, voilà, il y a eu des gros projets qui sont arrivés là-bas. Et aussi, bah, au niveau des forêts, on pense tous à l'Amazonie, bien sûr, mais il y a d'autres endroits dans le Brésil très riches sur cette partie-là. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur bah, l'histoire du Brésil et ton histoire à toi par rapport à ce marché-là, qui est la compensation carbone, pour qu'on comprenne un peu mieux ton rôle à jouer dans ce challenge qui est planétaire, quoi. Alors, l'histoire du Brésil là-dessus, c'est que, on le sait tous, c'est un peu, le média nous le dit assez souvent, le Brésil, c'est le poumon de la planète. Donc, moi, mon aspect au Brésil, c'est que, en fait, ma famille, elle vient du sud du Brésil. Le sud du Brésil, c'est le côté un peu européen du Brésil, en fait. C'est là où, après la Deuxième Guerre mondiale, tous les étrangers allemands, italiens, ils sont venus s'installer au Brésil. Même les Japonais aussi, hein, il y en a eu une vague. Donc, cette migration qui a eu lieu dans cette époque a permis au Brésil d'acquérir des nouvelles techniques, notamment dans l'agriculture. Et à partir de ce moment, on a commencé à produire beaucoup de notre besoin en alimentation au Brésil dans le sud. Au fil du temps, en fait, ces techniques, elles ont été améliorées et on a réussi à les expandir au nord du Brésil. En gros, il y a eu un exode dans les années 80, dont mon grand-père a fait partie, et il est arrivé ici, au nord du Brésil, dans les années 80-90, avec mon père. Et c'est là que moi, je suis venu au monde à partir de cette transaction entre le sud et le nord du Brésil. Et puis voilà, mon père, donc, il a acheté beaucoup de terres ici. Il a acheté des terres à l'époque en avion. Personne n'a donné de la valeur à ces terres ici au nord du Brésil. Donc, il a acheté, il se mettait en avion avec ses collègues, il partait en promenade et ils achetaient des terres, des hectares à l'époque. Mon grand-père, il fumait 3 paquets par jour de cigarettes. Et ben, sachez qu'un hectare à l'époque, c'était un paquet de clopes. Donc, autant vous dire qu'il en a acheté beaucoup. Okay. On rappelle, éviter de fumer. Hein, et donc, voilà. Donc, on n'a pas pu en travailler. Et ne fumez pas, s'il vous plaît. C'est pas bien. Et donc voilà. À partir de ce moment, nous, on a commencé à acquérir ce côté un peu environnemental et la liaison avec la forêt. Il y a eu beaucoup de déforestation ici dans le Brésil, parce qu'il n'y a pas que l'Amazonie en fait. Aujourd'hui, le biome, c'est-à-dire l'environnement, comme il y en a la forêt amazonienne, les forêts atlantiques, les forêts tropicales, il y a aussi ici au Brésil une grosse partie du territoire brésilien est couvert par ce qu'on appelle le cerrado. Le cerrado, c'est un côté plus aride où il est plus sec, mais il est rempli de une quantité de vie biologique et environnementale énorme. Donc c'est l'un des biomes les plus touchés. C'est le biome peut-être le plus touché par la déforestation parce que c'est des zones plates où la végétation est pas si dense que
en Amazonie, et donc plus facile à raser, plus facile à brûler, plus facile à planter du soja, et plus facile à ensuite gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, l'acteur principal là-dessus, c'est la déforestation du Cerrado au Brésil. Et nous, on est de plein pied là-dedans. Ouais, d'accord, Donc, ok. Et excuse-moi, je vais te dire un peu ce que tout le monde peut penser aussi. Tout à l'heure, tu parlais de l'Amazonie. Est-ce que c'est vrai un peu ce qu'on entend, ces scandales de l'Amazonie qui brûle, voilà. Et quel qu'il soit, voilà, on va pas parler politique, mais juste, alors, est-ce que c'est euh, vrai que ça brûle et que qu'il y a des choses à faire là? alors, pour être franc avec toi, Stéphane, les sujets sont controversés. Aujourd'hui, on en parle beaucoup dans la presse, on en parle beaucoup dans les médias. Mais ma façon de penser, elle est la suivante. Il y a toujours eu des feux. Il y a toujours eu, toutes les années, ça, c'est un effet naturel. Comme en France, hein, ça brûle des fois. En Grèce, ça a brûlé il y a pas longtemps. Des fois, ça vient du côté humain aussi. C'est logique. C'est bien sûr que ça arrive. Mais il y a aussi un côté naturel de cette la consommation par le feu de la forêt pour la renouveler. Le problème, c'est qu'au Brésil, c'est un environnement énorme, énorme, énorme. Le Brésil, c'est 17 fois la France. Hmm. Vous imaginez 17 fois la France. Pour gérer une quantité immensurable de forêt, c'est très compliqué. Le fil du temps a permis de créer des nouvelles techniques pour pouvoir mesurer les taux de déforestation, le taux de feux de forêt, tout ça. Donc, d'un côté aussi, ça nous a permis de mieux analyser ces données. De l'autre côté aussi, ça a permis, ça a donné que l'évolution, je veux dire, en reformulant ma phrase, d'un côté, l'évolution a permis de avoir plus de données par rapport à ces phénomènes. Et de l'autre côté aussi, l'évolution a fait que les gens, ils exploitent de plus en plus. Aujourd'hui, le Brésil, je l'ai vu, il y a beaucoup de feux de forêt créés par des gens qui n'ont pas la culture on peut faire quelque chose de bien. On en parle des gros producteurs, les gros producteurs de soja qui vont raser tout, qui vont brûler. Ça existe, bien sûr que ça existe. Mais on a aussi des gens plus moins développés, des paysans quoi, qui n'ont pas les moyens, donc ils préfèrent, ils font comme ils ont fait depuis toujours. Ils brûlent pour après planter du manioc, planter du maïs pour leurs propres besoins. Mais le problème, c'est que des fois, ces petits feux-là, ils s'expandissent sur des territoires énormes. Donc, Hmm. c'est un problème aussi d'éducation. Et on abordera ce sujet-là aussi dans la partie projet où on apprend les gens à travailler avec toute cette partie environnementale. Ok, très clair. Très clair. Et là, de ce qui est de la compensation carbone, toi qui as eu l'occasion de rencontrer voilà, plus d'une cinquantaine d'acteurs ces derniers mois, vu qu'on a bossé ensemble sur le projet, c'est quoi un peu ton ressenti sur cette compensation carbone et notamment les entreprises, quel est leur positionnement par rapport à ça? Est-ce que c'est un sujet qui les intéresse? Et si oui, Mhm. voilà, qu'est-ce qu'elles en pensent, quoi? Ouais, en fait, je vais te répondre par rapport à ça, parce que ça rentre aussi notre diaporama là dans le contexte actuel. En fait, aujourd'hui, le contexte actuel, il est le suivant. Les entreprises, elles sont dans une phase de presque non-retour. C'est presque un point de non-retour. Pourquoi? Parce que nous arrivons sur une phase où la planète elle est tellement polluée, tellement dans son abscisse de capacité à stocker le CO2 que on devient presque une marmite en pression en fait. Donc, toutes les phénomènes ils sont là pour nous montrer et en fait les entreprises, les acteurs mondiaux, tout ça a commencé, je vais te le dire, tout ça a commencé avec le protocole de Kyoto en 1997. Ok, les pays se sont rassemblés, ils se sont dit bon, l'heure est grave, nous avons un avenir de 20-30 ans devant nous pour pouvoir changer la situation, changer la donne et équilibrer un peu les choses, pour ne pas freiner d'un coup l'économie mondiale. Donc, ils ont commencé à établir des plans, une liste de pays signataires ont signé au protocole de Kyoto avec les objectifs de réduire les émissions des gaz à effet de serre de la planète. Donc,
Les pays ils ont établi des quotas, les entreprises ne pouvant pas dépasser ce quota, elles rentraient dans une ligne où elles pouvaient acheter les quotas des autres entreprises qui n'en avaient pas besoin ou qui avaient pris des dispositions pour polluer moins et donc ne pas utiliser tous les quotas qui leur étaient disposés. Donc, ça a créé un marché qu'on appelle le marché réglementaire. Les entreprises ont commencé là-dessus à pouvoir échanger de quotas et faire leurs transactions un peu sous les couvertures de tout le monde. On n'arrivait pas, c'est un marché très fermé, que les pays participent, donc on n'a pas vraiment toutes les données là-dessus. Et donc pour cela, dans les années 2005, si je me trompe pas, il y a eu pas mal de scandales entre 2005 et 2010 où les crédits carbone ont été émis 2 fois, où c'était pas bien suivi. Des pays ont fait des projets qui ont émis beaucoup de CO2, beaucoup de crédits carbone. Ça a créé une bulle, et la bulle elle a explosé, faisant effondre tout le marché un peu, et les gens ils avaient plus de confiance là-dessus, parce que l'un des sujets phares aussi qu'on doit pas oublier, c'est que en fait si le crédit carbone il a pas un prix très élevé, l'entreprise automatiquement elle va se dire j'ai pas besoin de prendre des dispositions pour réduire mes émissions de CO2 car le prix du CO2 il est pas cher du tout, donc je préfère polluer que me prendre la tête. Ouais, bon, on en reparlera, tu vois, juste après, il y aura une partie vraiment sur le prix, on ira en détail sur la transparence sur ce prix-là. Après, peut-être pour ceux qui connaissent un peu moins bien, si on peut peut-être un peu plus définir le côté crédit carbone et le côté quota, voilà. Parce que c'est vrai que ça peut paraître bizarre de s'échanger de la compensation carbone quand on n'est pas de ce secteur-là. Enfin, c'est quoi un peu ce mécanisme-là qui a été critiqué et qui est en train justement de revenir avec beaucoup plus de transparence et de structure, notamment grâce à des labels. Mais on en parlera juste après de ces labels. Ok. Alors, justement, donc, je vous ai parlé brièvement du côté marché réglementaire. Donc, le marché réglementaire, il a créé une bulle qui a explosé. Et donc, cette bulle, elle a permis de comprendre qu'en fait, passer que par le côté réglementaire n'était pas vraiment une vraie solution. Et qu'il fallait ouvrir le marché à toutes les personnes qui ont envie de participer et à des porteurs de projets. Donc, c'est là que l'apparition du marché volontaire, a été un peu, il existait déjà, mais c'est à partir de ce moment où il a commencé à être traité, commencé à être suivi, commencé à être vu. Quel est l'objectif de ce projet, de ce marché volontaire? En fait, le marché volontaire, il est là pour monétiser la partie du crédit carbone en général. En fait, en connaissant les projets, en participant au projet, en finançant le projet, on arrive à avoir une vision de réellement qu'est-ce qu'on fait sur le terrain quand on parle de crédit carbone. Quelle est la disposition que nous mettons en place pour capturer le carbone qui est dans l'atmosphère, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la photosynthèse et la préservation des forêts. Aujourd'hui, concrètement, quelqu'un qui est en France, il peut se dire, j'ai mon empreinte carbone, que ce soit une personne ou que ce soit une entreprise, elle a une empreinte carbone. On en a tous une empreinte carbone. Si demain on se dit, bon, ok, je pollue, je veux compenser mon empreinte carbone, je veux être carbone neutre, enfin avoir ma neutralité du carbone, c'est-à-dire compenser autant de carbone que j'en pollue. Donc, je vais voir une plateforme comme nous, comme creditcarbone.com. Ils appellent Stéphano et Stéphane. Ne vous trompez pas, mais pareil. Ils nous appellent, ils nous disent, oh, Stéphano, j'ai besoin de 15 tonnes par an de CO2 pour compenser. Mon empreinte carbone, elle est de 15 tonnes par an. OK. Je vais venir au Brésil, à travers le marché volontaire. Je vais prendre un projet que j'ai choisi au doigt spécifiquement, avec les attentes que tu as besoin. Il y a plusieurs types de projets. Ça va avec la personne, ça va avec l'entreprise, et nous achetons ce crédit carbone, et ce financement, ce prix qui a été payé sur CO2 vont servir à préserver la forêt, à faire des études sur les animaux, à éviter du braconnage, à éviter la déforestation et à éviter que les feux touchent ces parties de la forêt, à éviter que des grands producteurs de soja fassent une pression énorme
pour racheter ces terres et faire des plantations d'exploitation agroalimentaire davantage plus grandes. Et donc voilà, c'est comme ça que le marché fonctionne, le marché volontaire, pardon, aujourd'hui, alors qu'on en parle. Super, très clair, Steph. Merci pour tous ces détails. Et là, si moi je devais résumer, juste pour être sûr d'avoir bien compris, tu me corriges si je me trompe. Donc en fait, on est dans une situation où il y a des entreprises qui ont une empreinte carbone, vu qu'on en a tous, comme tu as dit. Au préalable, d'abord, elles vont faire un bilan de leur empreinte carbone, elles vont faire des actions pour les réduire à travers voilà, une politique RSE, etc. Et enfin, elles se retrouvent un peu dos au mur, elles doivent compenser. Et là, donc, elles peuvent compenser par des projets qui, eux, investissent dans la reforestation, par exemple. Toi qui es au Brésil, il y en a beaucoup. Et donc, du coup, elles vont aider à ce que ce projet puisse se développer. Et elles vont acheter des unités donc, de compensation des crédits carbone. Ça, c'est très clair. Et donc, du coup, on peut se demander, OK, pourquoi le faire? Pourquoi c'est si important de le faire aujourd'hui? Pourquoi c'était pas le cas il y a 50 ans? Je pense qu'il y a des enjeux autant qu'en termes d'éthique, que d'image, que RH, que financier. Enfin, je pense que ça concerne un peu tous les services. Et puis la RSE, c'est vraiment une vision transverse dans une entreprise. Pourquoi c'est vraiment si important de ne pas louper ça et de s'intéresser sérieusement à la compensation carbone? Alors, aujourd'hui, en fait, Stéphane, pour en parler plus généralement à tous ceux qui nous écoutent, l'enjeu aujourd'hui est que, comme je vous ai dit, tous les phénomènes naturels sont en train de nous rappeler que il faut faire quelque chose. Il faut agir, il faut faire les choses de manière correcte et ne pas attendre le lendemain comme c'est le cas depuis une quarantaine d'années dans ce domaine. En fait, l'être humain, il est comme ça. On repousse toujours un peu ce qu'on peut faire demain. Aujourd'hui, on fait pas, on fera demain. Sauf que là, on vient de passer 40 ans et très peu de choses ont été faites. Je pense que la pandémie est un bon coup de pied aux fesses, j'ai envie de dire, parce que là, ça nous a rappelé que du jour au lendemain, on peut avoir des impacts. Pardon, j'ai un téléphone qui sonne. Du jour au lendemain, on peut avoir quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on n'avait pas prévu et qui arrive comme ça. Donc, le côté frustrant du carbone est qu'en fait, on peut le prévoir. On peut le prévoir, la pollution. Désolé, c'est que mon téléphone n'arrête pas de sonner. Là, même si c'est urgent, on fait une petite pause. Non, c'est pas de problème, c'est pas urgent. Donc, en fait, la compensation de carbone, c'est quelque chose qu'on peut agir, qu'on a la possibilité de faire quelque chose qui va nous permettre de s'en sortir, en fait. Il faut qu'on agisse. Les entreprises aujourd'hui, elles passent par un problème qui est les objectifs. C'est très bien ce qu'ils ont fait, les pays signataires du protocole de Kyoto. Après le rassemblement à Paris, la COP 21 à Paris, les accords de Paris ont été faits et ils ont dit que d'ici 2050, nous devons absolument compenser 100% de notre empreinte carbone au niveau des grandes entreprises. C'est-à-dire qu'on doit atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et ça, c'est un pas très dur que si nous laissons pour demain, on n'arrivera pas. Comme tu l'as dit, il y a des entreprises, on peut pas compenser à travers nos propres choix. J'ai envie de dire, je sais pas. Je vais compenser. Bon, dans mon entreprise, il y a une cafette, il y a une machine à café. La machine à café, il y a des gobelets en plastique. Bon, on va faire quelque chose. Au lieu de mettre des gobelets en plastique qui polluent, parce que le plastique pollue, le plastique il met 400 ans à être éliminé. Il faut savoir que le plastique il a été inventé en 1907. Depuis 1907, en fait, tout le plastique qui a été émis, il est encore aujourd'hui parmi nous sur la planète Terre. Donc, en revenant à la cafétéria, pour réduire l'empreinte carbone, au lieu de mettre des gobelets en plastique, nous allons mettre des gobelets en carton, en papier. Ok, on a réduit un peu notre empreinte carbone, mais le café, il met toujours de l'empreinte carbone. La machine à café, le matériau,
il en met toujours de l'énergie, de l'empreinte carbone. L'énergie électrique qui est fournie pour faire fonctionner la machine, elle a aussi son empreinte carbone. Donc, à un moment donné, on n'arrive pas à faire réduire nos émissions à un tel point qu'on va être carbone neutre. On doit passer par la compensation carbone. La compensation carbone, il faut choisir les bons projets pour ne pas choisir des projets comme nous, on a déjà vu, Stéphane, des gens en Inde qui font des crédits carbone à $1 la tonne, des choses que c'est des arbres qui ont été plantés, le mec, c'est pas ça la compensation carbone. Il faut avoir un projet social derrière tout ça. Il faut avoir quelque chose, comme je vous ai dit au début de la présentation, il faut parler aux gens, il faut les apprendre, il faut donner de l'éducation, il faut donner des accès à des choses que dans les pays développés, ils les ont déjà. Et dans les pays en voie de développement, on n'a pas cette conscience. On a tous fait des erreurs en amont. La France, l'Europe, on a tous détruit nos forêts. On bénéficie de l'industrie. Et aujourd'hui, le Brésil, il est en train de suivre le même chemin. Il faut arriver demain et dire, bon, on a fait des erreurs. Nos frères européens, ils ont fait les erreurs nécessaires pour qu'aujourd'hui, on ne les reproduise plus. Donc, les entreprises, aujourd'hui, elles ont l'obligation certaines entreprises, je parle, elles ont l'obligation de compenser, d'autres n'ont pas l'obligation. Mais, futurement, elles auront toutes l'obligation de compenser. Et si elles compensent pas, malheureusement, comme il faut le faire avec nous, les humains, on doit mettre des sanctions. Et les sanctions, elles vont être de plus en plus lourdes au niveau budgétaire des entreprises. Non, très clair, très clair. J'appuie en même temps par rapport à ton analyse sur les entreprises. Si on amène une vision un peu plus corporate, vraiment voilà, service par service. Là, on avait rédigé un blog là-dessus, un article où on avait voilà d'un point de vue, par exemple pour le service commercial, ça permet aux entreprises de beaucoup plus fidéliser ses clients et d'être en lien avec les valeurs du client. Ça permet voilà d'engendrer une croissance qui est beaucoup plus saine à long terme, etc. Et ça vous permet aussi d'être des opportunités pour rentrer sur des nouveaux marchés liés au développement durable, etc. D'un point de vue financier aussi, ce qui peut être intéressant, ça peut être l'accès au marché des capitaux peut-être plus facilement. Je pense quand demain, même si les boîtes elles sont multibancarisées, mais quand demain on se retrouve chez le banquier, mais en tant que DAF, c'est beaucoup plus simple si on a une entreprise éthique qui a une vraie politique RSE, une vraie structure tournée vers demain. Et voilà, donc ça, je pense, c'est beaucoup plus simple. Après, voilà, de ce qui est de la stratégie vraiment de la boîte en soi, je pense que la RSE, en règle générale, c'est un point clé pour demain. Donc, que ce soit même à l'échelle de la direction ou même d'un point de vue managérial et RH, je pense que aujourd'hui, ça va être compliqué d'attirer les talents de demain si on n'a pas des vraies valeurs et une vraie démarche RSE. D'autant plus qu'on sait comment les nouvelles générations sont sensibles à ces sujets-là. Également, voilà, si on regarde la RSE aussi en général, le management un peu à l'ancienne, c'est un peu en train de disparaître aussi. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont importants et stratégiques. Après, bien sûr, il y a le côté marketing et le côté communication sur ces projets-là. Alors là, je préfère prendre un peu des pincettes dessus. Ce qui va être considéré comme du greenwashing, parce que ça existe, ça existe toujours, et il y a eu pas mal d'abus, c'est de élaborer une communication sur un projet ou voilà un don à une association, etc., qui est surproportionné par rapport aux actes. Moi, demain, j'ai aucun souci de voir Microsoft communiquer sur des projets de crédit carbone de compensation. S'ils ont vraiment fait des choses, s'ils ont mis des millions et des millions, enfin proportionnellement à ce qu'ils peuvent aussi. Donc, enfin, voilà, je sais que les avis divergent là-dessus, mais si vraiment l'image, la communication est proportionnelle à l'acte, c'est beaucoup plus sain. Après, voilà, il y a vraiment d'autres points d'un point de vue juridique aussi.
Faut aussi prendre en compte l'évolution de la partie juridique et on sait que demain les entreprises vont être obligées de compenser une partie. C'est déjà le cas pour certaines boîtes bien sûr, mais c'est en train de se généraliser à beaucoup de monde et donc ça devient très important, presque voilà, pour tous les services, pour être aligné, pour construire les boîtes de demain. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui elles s'y intéressent. Et voilà, il y a pas mal de grosses boîtes qui commencent à vraiment, vraiment se structurer sur cette partie-là. Il y a carrément des postes d'analyse carbone, etc., qui sont en train de naître dans les entreprises. Et pour avoir discuté voilà, avec beaucoup de grands groupes en France et un peu voilà, Brésil, Stéphano, eh ben c'est vraiment les sujets phares de cette fin d'année. Et les politiques internes sont en train de se mettre à jour ou de se construire pour les plus petites boîtes. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut pas louper, qu'il faut vraiment voilà, se Exactement. renseigner et surveiller. Et voilà, voilà. Et du coup, là, on va vous parler du sujet d'après. Stéphano, n'hésite pas à rajouter avant qu'on passe à la partie d'après. Juste une chose, Ouais, vas-y. moi, je viens du monde du BTP, en fait, des travaux publics, construction et tout ça. Et à un moment donné, quand les premières entreprises de travaux publics ont commencé à grandir, les choses étaient au niveau de la sécurité pour les ouvriers, elles étaient tout à fait négligées en fait. Il y avait beaucoup d'accidents, des choses qui n'étaient pas prises en compte. À l'époque, j'ai des témoignages sur les machines, ils buvaient du vin. Tu vois, c'est des choses que à l'époque ça paraissait tout à fait normal. On se disait pas demain, bah, il y aura plein de choses. Aujourd'hui, dans certaines entreprises, avant de commencer la journée de travail, on fait des allongements, on fait des échauffements musculaires, tu vois, pour prévenir justement des blessures des ouvriers. Donc, euh, moi, je pense que demain, les entreprises, elles vont devoir avoir la même vision que les entreprises de travaux publics qu'elles ont eu à un moment donné par rapport à la sécurité des ouvriers. Demain, on va arriver aujourd'hui, si tu veux remporter un marché d'un chantier en France, et ben la première chose qui vont donner le nombre des accidents qu'il y a eu dans cette entreprise ces 10 dernières années. Et ben demain, quand on va aller remporter un marché avec une entreprise en France ou en Europe ou que ça soit, et ben ils vont regarder combien de tonnes de carbone ils ont émis, combien ils en ont compensé. Pour moi, l'équivalence de cet exemple-là, elle est flagrante. Pour moi, c'est presque la même chose en fait. Sauf que d'un côté, on a des accidents, on a de la sécurité par rapport aux ouvriers, et de l'autre côté, on a la sécurité et l'impact que l'entreprise a là à travers, du côté de l'environnement. Voilà. C'était juste ça que je voulais rajouter. Ouais, non, mais très très intéressant. Et donc en fait, contrairement, on va dire, à ce que tout le monde pourrait penser, que voilà, il y a certains secteurs qui sont très critiqués, etc. Mais en fait, c'est des décisions qui sont bien en place, des stratégies depuis 15, 20 ans dans certains groupes. Voilà. On pense au BTP, on pense à l'aéronautique, etc. Mais c'est des boîtes qui sont très structurées parce qu'à un moment, elles n'ont pas eu le choix. Elles auraient pu disparaître en fait à ce moment-là si elles n'avaient pas fait cette transition. Et du coup, là, il y a pas mal de secteurs qui sont en train justement d'effectuer cette transition, même si elles n'étaient pas considérées comme les plus grands pollueurs. Je pense à peut-être à la mode qui pollue pas mal et du coup là elle a pas le choix que de faire la transition, mais je sais pas, des boîtes de services comme je sais pas la finance, etc., tout ça aussi ils sont également en train de faire cette transition. Et aujourd'hui je pense que de manière générale ça nous concerne tous et on pourra pas y échapper si on veut se synchroniser quoi. Donc il y a Mhm. d'autres organismes comme Time for the Planet, etc., qui font bouger les choses et on les remercie de créer cette communauté-là, voilà, autour de l'entrepreneuriat et autour de l'environnement. Donc, je pense que c'est un phénomène qui est en train de devenir, voilà, enfin, qui concerne tout le monde et qui est en train d'exploser et on a des choses à Mhm. faire. Tout le monde est en train de se réveiller sur ces secteurs-là. Voilà, Ouais. voilà, Stéphano. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, si ça te On dit, passe à la suite. pour partir Ouais. un peu plus dans les bonnes pratiques, etc. Là, on a compris qu'il fallait compenser, fallait au moins s'y intéresser pour l'instant, même si c'était pas d'actualité dans les politiques, les budgets pour cette année. Comment après
on fait pour comprendre si c'est un bon projet, un mauvais projet, si c'est, j'ai envie de dire même une arnaque, parce qu'à l'époque il y avait des arnaques, etc. Comment on sait que c'est un vrai projet qui a du sens? Si on pense à l'ONU avec les objectifs de développement durable, voilà, comment on sait qu'il peut y avoir de l'impact sur ça? Qu'est-ce qu'on regarde? Par où on commence, Stéphane? Quand on n'y connaît rien du tout, qu'on n'a jamais vu même un projet, voilà. Alors, ouais. Alors, donc ouais, justement, là, on fait la transition sur la deuxième diapo qui parle un peu des points clés à surveiller et comment participer à la compensation carbone. Alors, pour une personne qui ne connaît pas du tout, on a cité quelques mots-clés un peu pour en parler dans notre présentation là, mais on va faire ça de manière un peu explicite et de manière naturelle. Donc, on va essayer de prendre les points et les rassembler. Mais si on veut commencer vraiment par dire quel point, comment on pourrait se dire que le projet, il est bon ou il est pas bon. Hmm. Donc, C'est un bon projet, on analyse tout ça. Ouais, Stéphane. ouais, bah en gros, je me mets dans la peau du responsable RSE, ou voilà, de la personne en charge, ou du chef d'entreprise, ou tout simplement du consommateur qui s'intéresse à ça. Comment je Mhm, peux compenser mon empreinte carbone maintenant concrètement? Donc, je peux financer un projet de reforestation ou un autre type de projet, il y en a plein. Je me retrouve face mhm, à mon ordinateur, je tape compenser mon empreinte carbone, etc. Donc là, j'arrive à trouver des projets euh, qui sont, je sais pas, au Brésil, on va parler du Brésil vu que tu connais le Brésil. Il y a une page, on me dit de faire un don. Qu'est-ce que moi je regarde? Comment sont faits les projets? Voilà, enfin, je pense que c'est important d'avoir des gages un peu de sécurité, savoir un peu qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien dans un projet. Voilà, enfin, mhm. parce que forcément, si on n'y connaît rien, qu'est-ce qu'il faut regarder, quoi? Parce que nous aussi, on regarde chez Crédit Carbone avant d'intégrer des projets, voilà, bien sûr plus en profondeur, mais Ouais, on ouais. doit vous dire les bases au moins, quoi. Alors, donc, demain, tu es dans un secteur RSE et tu te dis dans ton entreprise, quelqu'un te l'a dit, bon, allez, il faut qu'on prenne des décisions, il faut qu'on compense notre empreinte carbone. On a mesuré notre empreinte carbone et cette empreinte carbone, elle est de temps. On a réussi à la réduire au maximum et nous avons tant de tonnes en trop que nous devons compenser. Nous devons les supprimer d'une certaine manière, donc la manière et la compensation. Donc, une fois qu'on a installé une mesurabilité, qu'on a mesuré notre impact environnemental de l'entreprise, donc nous allons chercher un projet. Alors, les projets, il faut les analyser avec les yeux de quelqu'un qui voit les choses, comment dire, à l'aspect d'aujourd'hui, de notre monde d'aujourd'hui. Notre monde d'aujourd'hui, il exige un tas de choses comme l'alimentation pour tout le monde, les besoins de tout le monde. Et tout ça, ça crée ce qu'on appelle des additionnalités. Les additionnalités sur un projet, elles vont être, par exemple, prenons un terrain ici au nord du Brésil. Ce terrain, tous les voisins, ils ont détruit la forêt, ils ont fait tomber les arbres, ils ont brûlé la nature pour qu'ils puissent planter du soja. Le soja, bah, il répond à une additionnalité qui est nourrir les bovins, nourrir Hmm. des gens partout dans le monde. Et bah, justement, bah, en fait, cette additionnalité qu'il y a dans cette partie-là, en regardant les plantations de soja, bah, nous pouvons regarder la même chose avec les forêts. Nous, on crée une additionnalité dans notre projet parce que si à côté, mon voisin d'à côté, il plante du soja, le voisin de l'autre côté, il produit du maïs, eh ben, c'est un danger qui court notre forêt parce que demain, cette forêt, soit elle va être brûlée, soit elle va être détruite pour planter du soja à l'intérieur. Ok. Donc, elle répond à une urgence. L'additionnalité, c'est une urgence. Si on fait rien, eh ben, elle va être détruite. Si elle est détruite, beaucoup de CO2 va être envoyé dans l'atmosphère. Donc, c'est ça l'additionnalité d'un projet. Nous allons chercher des projets qui ont un danger en imminence. Si on a une plantation, comme je vous ai dit, s'il y a une espèce qui est menacée en plus à l'intérieur de cette terre,
si comment dire, si des braconniers sont en train d'exploiter une espèce très rare et qu'elle envoie disparition, si elle est très convoitée, elle est en train de disparaître, eh ben on va les préserver. C'est ça qui crée l'additionnalité du projet. Ensuite, on va analyser la transparence aussi. Quelle est la transparence du projet? Comment elle est établie le calcul de la quantité de CO2 qui est stocké dans cette forêt ou qui est capturé par cette forêt. Un crédit carbone, c'est ce qu'on appelle, nous, si vous allez faire des recherches, vous allez beaucoup voir la TRT, qui veut dire carbone réserve tonne. Donc, c'est la réserve d'une tonne de carbone. Et ça, c'est à travers la forêt, okay, à travers la végétation, les arbres, etc. Donc, cette transparence, on l'obtient avec des labels aussi. Les labels qu'on parle en dernier ici dans le diapo, c'est des certificateurs, des organismes de certification qui sont gérés par l'ONU, qui ont des objectifs très précis de régulation des émissions des projets qui répondent à une question liée à l'environnement. Par exemple, nous avons Verra, nous avons le standard, nous avons Plan Vivo. La plus grande, c'est Verra. Et Verra nous permet de venir sur le terrain, analyser combien d'arbres. Ils vont faire des échantillonnages sur les hectares de terre que nous possédons du projet. Ils vont analyser, ils vont dire, OK, il y a tel type d'arbre, tel type de plantes, tel type de végétation, tel type d'animaux, tel type de rivière, tel type de. Ils vont tout analyser et ils vont prendre en compte combien de CO2 on arrive à capturer, à stocker dans cette propriété de terre, dans cette partie, dans cet environnement. Et donc, une fois qu'ils ont dit ça, nous avons des études qui prouvent qu'on peut emmagasiner une certaine quantité de CO2. Cette quantité de CO2, elle va être vendue à des entreprises qui sont en train de chercher la compensation. Et l'argent, il va servir à faire vivre le projet, en fait. Un projet aujourd'hui de CO2, enfin de crédit carbone en Amazonie, il est de minimum 30 ans, en fait. C'est minimum 30 ans de projet. C'est-à-dire que pendant 30 ans, on s'engage à tenir cette forêt debout, à qu'elle ne brûle pas, à que les animaux y survivent, à que les sociétés qui dépendent de cette forêt, elles évoluent de manière éducative, sociale, des accès basiques de la vie de chacun d'entre nous. L'éducation, je l'ai dit, l'éducation, l'eau, l'électricité, des choses basiques, quoi. Donc, on aide aussi le côté social. C'est pas qu'une histoire de crédit carbone. C'est aussi un côté social, d'apprentissage des gens qui ont besoin de survivre grâce à cette forêt. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, une fois que tout est validé, qu'on a financé le projet, vous allez peut-être vous dire, mais on n'est pas tous parfaits. On sait pas, demain, il y a un coup de foudre qui tombe au milieu de la zone et l'arbre, elle brûle. Et du coup, on a des forêts qui brûlent. Ben, en fait, il faut savoir que avant ça, chaque projet a un stock en prévision justement des problèmes de cette sorte qu'il pourrait avoir. Chaque projet a un stock. Il garde toujours un stock. Si demain on a un problème avec des zones où on ne peut pas produire, on ne peut pas stocker de CRT de crédit carbone pendant quelques années, et ben on a ce stock qui nous sert à compenser l'empreinte carbone que nous on a eu en tant que porteur de projet parce qu'on a laissé 10 hectares brûlés sur nos terres, quoi. Tu vois, donc il y a ce mécanisme aussi de protection par rapport à ça, de transparence que les porteurs, les certificateurs exigent de chaque projet. Et après, le calcul du prix, c'est quelque chose de aléatoire parce que on peut pas dire. Il faut qu'on mette un prix sur CRT. Sinon, si le prix n'est pas trop cher, les entreprises, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, ils n'auront pas vraiment d'intérêt à prendre des mesures de réduction d'empreinte carbone, vu que le CRT il est moins cher que les coûts qu'on va avoir
en réalisant ce genre de changement dans l'entreprise. Donc, finalement, le prix, c'est quelque chose d'aléatoire. Ça dépend du projet. Et comment ça dépend du projet? Si demain, on a un jaguar en Amazonie qui est surveillé, nous, on va devoir mettre des caméras. Des analyses vont devoir être faites. Des populations vont devoir être doctrinées par rapport à la chasse. Enfin, c'est des choses que Ok, alors on reprend l'enregistrement, ça vient juste de couper avec Internet. Voilà, comme on vous avait dit, c'est un peu capricieux au Brésil, mais c'est pas grave. Et du coup, juste pour conclure sur cette partie-là, tu me coupes, Stéphano, ou voilà, tu rajoutes si tu veux, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que voilà, il y a pas mal de choses à surveiller et que il y a aussi l'aspect date, de quand date le projet. Le piège, c'est qu'on veuille financer un projet qui date de 2012, etc. Et que qui est plus forcément à jour, ou voilà, où on va pas financer un projet pour des crédits carbone qui ont été capturés il y a 8 ans, ça peut être problématique, donc plutôt favoriser les projets qui ont moins de 3 ans. Voilà, grosso modo, c'est ça. Et sinon, donc la transparence, voilà, le label, etc., tous ces critères-là, bien sûr, en interne, on les a poussés beaucoup plus loin. Et nous, notre rôle, Cri Carbone, ça va être de faire tous ces critères-là et de nous permettre de sélectionner les projets les plus sérieux pour présenter ça aux États, aux entreprises et éventuellement également aux particuliers. Et ça va être la slide d'après, à qui ça s'adresse. Et Stéphano, je te laisse conclure aussi de ton côté si tu as des choses à rajouter. Ouais, Sinon, ouais, vas-y. du coup, Stéphane, j'ai changé de place pour améliorer un peu la Wi-Fi. On va voir si ça marche mieux. Ouais, vas-y. Et Ouais. parce que ouais, je suis encore une fois désolé par rapport à Pas de tous ces souci. petits problèmes. Et donc, comme tu l'as dit, en fait, les projets, notre rôle, en fait, finalement, concrètement, en résumé de tout, c'est que on a un œil de surveiller toutes les parties en amont du projet jusqu'à la projection, jusqu'à la réalisation ou comment dire à l'obtention d'un CRT, d'un crédit carbone. Et donc tout ça, ça passe par choisir les meilleurs projets, les meilleures caractéristiques, le respect des ODD nécessaires, le temps du projet, certes, enfin les projets qui sont, en fait, c'est comme les CRT, les crédits carbone, ce sont comme ce sont comme une une récolte en fait. Tous les ans, on a des nouveaux CRT qui sont produits par la forêt en cause. Donc tous les ans on a des nouveaux projets, tous les ans on a des nouveaux CRT, des nouveaux crédits carbone à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et donc on s'assure que ces crédits carbone ils sont pas réutilisés, que les projets ils sont pas très anciens et qu'ils ont une certaine procédance quoi, une certaine fiabilité dans le temps, que chaque année ils produisent vraiment les crédits carbone nécessaires et estimés dans les études au préalable. Donc voilà, nous on s'assure de ça, on s'assure que le prix il est correct par rapport à ce qui est demandé au client et ensuite qui respecte toutes les mises en garde qui sont désignées par les labels et par les conventions des États-Unis. Super. Donc, Des États-Unis. du... ouais, Pardon, vas-y, pardon, des Nations Unies, des pardon. Nations Unies. Ouais. Et donc, du coup, ça a fait qu'il y a beaucoup de monde sur ce marché-là, beaucoup d'acteurs. Et ça nous amène sur le slide d'après, si tu veux présenter un Ouais, peu ces justement, acteurs et les enjeux. ce qui nous amène dessus, justement, aux acteurs du projet, quoi, concrètement. Qui c'est qui participe de A à Z de ces projets. Donc là, ici, nous avons les acteurs qui sont concernés dans toute la chaîne de vie d'une compensation de carbone. Donc, on peut commencer à parler par les offreurs, c'est-à-dire les porteurs de projets. Les porteurs de projets sont les propriétaires de terres, les propriétaires des fermes, comme on appelle ici au Brésil, les fazendas. Donc, ces propriétaires, ces entreprises, elles ont le droit sur les terres et elles font un contrat avec soit une entreprise qui leur appartient, soit une entreprise intermédiaire qui va mener le projet jusqu'au bout
en le faisant passer par toutes les certifications nécessaires et le contrôle et la surveillance après, au fur et à mesure des années, sur les prochaines 30 années du projet. Chaque projet ici en Amazonie, je ne sais pas si cette partie a été prise ou pas tout à l'heure quand l'internet nous a fait couper un peu notre discussion, mais les projets, ils ont une date de minimum 30 ans quoi, dans le temps. Donc c'est une période stipulée pour que sur toute la longueur du projet, une espèce de nouvelles façons de faire reviennent et la nature elle reprenne surface et que les choses elles rentrent dans leur respective place dans le cadre du projet quoi. Donc voilà, donc ça ce sont les porteurs de projet. Ensuite les intermédiaires. Donc c'est ces entreprises-là qui aident le propriétaire des fazendas, des fermes à exécuter la certification et les projets. Il y a aussi les régulateurs, qui sont les certificateurs comme Vera, je vous en ai parlé aussi, Vera, Gold Standard et plusieurs autres. Et ensuite, les consultants comme certains consultants ici au Brésil qui sont dans cette pratique de faire les études sur la capacité et tout ça avant justement un régulateur. Et puis pour finir, dans les intermédiaires, les plateformes de mise en relation comme nous, qui sommes au cœur du sujet, au cœur de l'action, comme moi je suis ici au Brésil, en participation directe avec les porteurs de projets, en connaissance directe et en échange direct avec les projets sur la forêt, sur place. Et puis voilà, nous on est les yeux du client finalement. On s'assure que tout ce que le client demande est réellement mis en place par les porteurs de projets. Et ensuite, les demandeurs, pour finir, le client, les États, les entreprises, les particuliers, les gens qui ont une empreinte carbone à compenser, quoi. Quelqu'un qui a ce besoin, qui a cette envie de compenser son empreinte carbone. Ouais, intéressant. Et là, juste pour rebondir par rapport à la plateforme, donc le rôle de cette plateforme, ça va être vraiment de centraliser les projets. Comme on a cru comprendre avec ce que tu me dis, Stéphano, c'est que ça augmente énormément. Moi, de mon côté, j'ai discuté avec pas mal de consultants RSE et eux, c'est pas eux qui vont vraiment compenser directement, mais eux, ils vont transmettre ce genre de plateforme au demandeur final, qui est par exemple l'entreprise, et lui, il va pouvoir compenser directement sur cette plateforme-là. Donc ça, c'est complètement possible. Là, pour nous, si vous avez Stefano Lorenzoni sur LinkedIn ou directement sur une plateforme Crédit Carbone, ou moi-même, Stéphane Bacalin sur LinkedIn, n'hésitez pas à nous rajouter, à nous poser des questions si vous voulez en savoir plus. Et en fait, ce constat, il est né du marché qui est en train d'augmenter, des obligations des entreprises, des États, etc. Et aussi, les porteurs de projets, ils peuvent pas être au four au moulin. Donc, enfin, excusez-moi l'expression, mais c'est plus compliqué d'avoir une bonne présence sur le digital, animer ce genre de webinaire, etc. Et en même temps, devoir manager, je sais pas, 100 000 hectares de terre, etc. Donc, c'est un peu nous notre rôle de les aider à avoir cette visibilité-là et encore plus en Europe. Voilà. C'est vraiment là notre valeur ajoutée où on va centraliser tout ça et faire le lien. Voilà. Exactement. C'est ça. Nous, notre plateforme, elle servira à mettre en lien les clients avec les porteurs de projets d'une manière beaucoup plus stable et beaucoup plus transparente parce que il y a beaucoup de critères à respecter, beaucoup de critères de recherche, les ODD, les types de projets, les années, la quantité, tout ça, c'est des phénomènes que ça peut évoluer tous les jours par rapport à la quantité, les projets et tout ça. Et le porteur de projet, lui, de son côté, il a besoin de la plus grande visibilité possible pour pouvoir donner au marché tout ce qu'il fournit comme produit, comme crédit carbone. Et de l'autre côté, les particuliers, l'entreprise, les États, les clients, ils ont besoin de faire confiance aux produits auxquels ils sont en train d'acheter. Et nous, on donne un cran de plus de sûreté par rapport à ce produit, par rapport au crédit carbone. Alors justement, si on va sur la slide d'après, comment ça se passerait pour ces demandeurs
Mhm. pour rentrer sur la plateforme, comment ils devraient faire. Par exemple, voilà, pour les États, pour les entreprises, que ce soit grandes, petites entreprises, pour les particuliers, voilà. Comment ça fonctionnerait le principe? Alors là-dessus, c'est les points clés. Ce sont en fait vraiment ça part déjà de la compensation carbone. On doit savoir à peu près combien on doit compenser comme crédit carbone, comme empreinte carbone. Quelle est la quantité de CO2 que nous émettons? Bien sûr, on peut ne pas se limiter à ça. On peut partir à financer des projets de manière plus autonome et de manière plus agressive pour vraiment ne pas calculer combien. On sait qu'on a un budget à mettre pour l'environnement, et ben on met tout ce qu'on peut, et on fait au maximum pour justement sortir de ce pétrin euh, plus vite, quoi. Donc, pour les États, ça va être en manière de financer des projets, de manière de créer des dispositifs pour justement les entreprises pour qu'elles puissent de plus en plus faire des projets. Ça peut être aussi pour les États de donner des contraventions, on va dire, aux entreprises qui respectent pas ce genre d'engagement et futurement de mettre en place des dispositifs auxquels les citoyens aussi ils auront des avantages au moment de compenser son empreinte carbone. Je sais pas, donner un score. On peut aller très loin. On peut dire que futurement, quand on va acheter une maison, ben, on aura besoin d'avoir un CDI, d'avoir une situation stable, de ne pas gaspiller notre argent de manière inutile comme elles demandent les banques dans leur dossier. Et puis, on pourrait rajouter aussi le pilier de la compensation carbone avec son empreinte carbone, qu'elle soit positive et qu'elle ne soit pas, qu'elle soit neutre et qu'elle ne soit pas une empreinte carbone haute par rapport au reste de la population, quoi. Stéphano, Et tu me fais penser, mm, cet été, tu avais pris l'avion pour aller à Sao Paulo voir un chimiste, pas un chimiste, mais un biologiste. Et tu nous avais un peu parlé de l'aéroport et de l'ouverture au marché des véhicules particuliers, de justement cette compensation carbone. Tu peux nous en parler un ouais, peu? nous, on a cette politique. Aujourd'hui, on n'est pas encore assez développé pour pouvoir en parler concrètement, mais nous, on a la politique dans l'entreprise qui va être adoptée de toujours compenser notre empreinte carbone. Nous, là, l'exemple que tu prends, Stouff, ça s'est vraiment bien passé parce que c'était au tout début de ça et nous avons vu déjà que les entreprises aériennes elles commençaient à disponibiliser de compenser le vol à travers l'achat des crédits carbone. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place et que les entreprises aériennes aussi elles sont déjà en train d'ouvrir les yeux là-dessus. Donc nous, pareil, nous on aura le calcul de chaque déplacement qu'on va faire, de chaque utilisation qu'on va faire que ce soit de véhicules, que ce soit de courrier, que ce soit d'une logistique quelconque. On va toujours avoir le moyen de calculer les empreintes carbone et de les compenser. Par exemple, nous on fait déjà avec nos mails. Chaque mail qu'on envoie, on tombe dans une base de données dans laquelle on calcule combien par rapport au nombre de caractères, au serveur et tout ça. C'est un calcul assez compliqué, mais on calcule combien peut peser l'empreinte carbone de chaque mail. Et ensuite, une fois par mois, on fait un récapitulatif de tout ça et nous compensons le carbone qui a été émis dans l'envoi de ces mails, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, donc, si j'ai bien compris, tout part déjà du calcul, d'estimer combien on fait, et après on compense, quoi. Pas de compensation sans Voilà, calcul, exactement. sinon on ne sait pas ce Exactement. qu'on compense, quoi. Voilà, exactement. Par exemple, les entreprises, les plus grandes entreprises, elles ont déjà ça dans leur politique RSE, dans leur politique environnementale et tout ça. Elles ont déjà le besoin de calculer leur empreinte carbone parce que même pour le système de quotas, elles en ont besoin pour respecter les quotas qui ont été établis à la base au début d'année. Donc, elles ont besoin de ça. Quand elles n'arrivent pas à racheter des quotas, elles doivent passer par le marché volontaire et justement en acheter du crédit carbone grâce à des entreprises comme nous et des porteurs de projets comme il y en a ici au Brésil de plus en plus. Et les très petites entreprises, les PME, elles en ont pas vraiment l'obligation, mais c'est un état d'esprit. C'est quelque chose qu'on cherche à obtenir, pas parce que les autres, pas parce que nous on est sanctionnés, mais parce que justement on a envie de coopérer
et d'aller de l'avant tous ensemble vers un objectif commun qui est la préservation de l'environnement auquel on vit, quoi. Ouais, super. Et pour finir, les particuliers, bah, c'est à peu près le même combat. On essaye tous d'avoir le moins d'impact possible sur. On va pas arrêter de se chauffer, on est bien d'accord. On va pas couper les chaudières de nos maisons pour économiser du fuel, mais on va peut-être mettre une chaudière électrique ou à la base de biomasse pour essayer de diminuer. On pourra jamais diminuer à 100% nos émissions de CO2, mais la partie qu'on n'arrive pas à économiser davantage, ben on peut les compenser à travers créditcarbone.com. Ouais, bah c'est super, super. Et du coup là, quelqu'un qui nous écouterait, que ce soit un professionnel ou un particulier, si tu peux lui parler bah, des projets auxquels tu as pu participer, rencontrer les fondateurs, voilà, nous raconter un peu Ouais. cette histoire-là, sans forcément rentrer dans les détails vraiment, mais avoir un peu Oui, un on peut me avant-goût. parler. Je peux vous citer des projets. On en voit de plus en plus ici au Brésil. Ils sont en train de se développer de nouvelles technologies, de nouvelles méthodologies de projet aussi. On a un avenir très très porteur là-dessus ici au Brésil. Il y a des mises en place qui sont en train d'être prises au niveau du gouvernement pour faciliter tout ça aussi. Mais concrètement, si je vous devais vous donner un exemple de projet qui est fait aujourd'hui, je pourrais pas trop vous en parler dans les détails parce que je connais le projet, mais voilà, c'est un projet qui est encore en train d'être étudié pour finir notre signature pour qu'il rentre dans le site créditcarbone.com. Mais par exemple, nous avons un projet en Amazonie dans lequel, si je devais vous donner un peu le parcours du projet, il y a 400 000 hectares au milieu de l'Amazonie, dans une zone où elle est considérée comme la plus dangereuse du pays en matière de terre, parce qu'il y a beaucoup de vols de terre, des gens qui s'approprient des parcelles de terre et qui veulent pas en sortir. Les gros propriétaires d'entreprises dans l'agroalimentaire font des efforts pour les dégager de là. Enfin, il y a tout un truc qui est fait dans cette zone du pays qui s'appelle Colnize. Et là-bas, c'est la transition entre un État et l'autre. Donc, en plus de ça, il y a cette partie démographique qui joue le rôle de c'est pas moi, c'est pas chez moi, c'est chez l'autre. Et donc tout ça, en plus avec la croissance du soja et de la production au Brésil, bah ça fait que des terres là-bas, ces 400 000 hectares, ils ont été vachement sous pression pendant quelques années pour être transformés en plantation. Donc nous, on a réussi avec le porteur de projet, le propriétaire des terres, à les garder et à faire des projets. Là-bas, il y a une plante qui aujourd'hui est un peu mondialisée, c'est l'açaï. C'est des baies en fait violettes qui poussent ici au Brésil et qui donnent un jus très très savoureux. Aujourd'hui, ils utilisent même ça dans le Red Bull, dans la boisson énergétique. Et donc, on arrive à prendre tous ces paysans c'est des gens qui vivent grâce aux terres, de monter une coopérative, faire un peu qui ramassent et qui fassent une chaîne de production pour l'açaï depuis la récolte de l'açaï dans la nature jusqu'à l'acheminement vers des usines qui vont le travailler, ce produit, qui vont le transformer en fait en pulpe, en boisson, en glace aussi, ils en font beaucoup. Donc tout ça, ça va être une chaîne qui va être montée par une ONG que nous avons destinée à travailler sur le projet. Et en fait, elle aide à encadrer les habitants de ces terres pour qu'ils aient un boulot permanent. Ensuite, une fois que tout ça est fait, bah, nous mettons aussi en place des écoles, des crèches, les endroits où il n'y a pas d'électricité. On trouve un moyen pour amener de l'électricité là-bas. On fait aussi on creuse des puits pour que pendant les périodes des pluies, on puisse y stocker de l'eau, les traiter régulièrement, des campagnes de vaccination aussi par rapport aux moustiques, différents types de maladies qu'ils peuvent en avoir. On peut aussi faire
les transports en commun, quelques jours dans la semaine pour les gens qui veulent faire leurs cours. Ce sont des choses un peu qu'on doit travailler dans la vie de tous les jours. Par rapport à l'écosystème, on va aussi faire la surveillance des oiseaux. Là-bas, on a des araras qu'on appelle ici au Brésil. Ce sont des oiseaux qu'on appelle les perroquets en France, quoi. Ce sont des perroquets énormes, comme dans le film Rio, là, que beaucoup de monde ont vu en dessin animé, qui parlait un peu des oiseaux du Brésil. Okay. Donc, du coup, c'est tout un tas de choses comme ça que nous développons dans les projets. Et puis, à la fin de l'année, chaque année, on a, d'après les études qui ont été faites, une quantité de CO2 qui a été stockée, qui a été évitée d'être polluée, d'être émise dans l'atmosphère, que nous permet de vendre ça et capter plus de fonds pour continuer à développer le projet, pour continuer à donner cette assistance et cette protection à la nature. Tous les ans, on a des visites par des organismes certificateurs, des labels qui viennent vérifier et suivre l'avancée des projets, que tout se passe comme prévu et comme stipulé dans les règles. Et puis là, récemment, si je dois vous donner un nouvel exemple, c'est un projet qu'on est en train d'étudier. Ça s'appelle ici, c'est au nord du Brésil, cette fois c'est pas en Amazonie, c'est au nord-est, c'est dans le Cerrado. Et c'est un projet qui est au plein milieu d'un parc qui s'appelle le parc du Mirador, où nous avons 500 000 hectares. De ces 500 000 hectares, c'est un parc c'est un parc protégé en fait. Sauf que la protection, elle n'est pas vraiment faite. Il y a beaucoup de propriétaires, déjà des exploitants qui ont planté du maïs, du soja à l'intérieur. Il y a régulièrement des feux de forêt, toute une société à l'abandon qui est là-bas parce que l'État gère mal autant de quantité de terre. Donc, du coup, on est en train de rassembler tous les propriétaires de terre. On est déjà à 80% des propriétaires à avoir un accord verbal et une partie qui est déjà signée aussi pour se rassembler et prendre toutes les réserves naturelles qui sont encore disponibles, arrêter les productions et conserver la partie qui est intacte encore. En gros, monter une espèce de coopérative avec tous les propriétaires de terre et récupérer en fait la gestion du parc dans les mains d'une entreprise ou d'une ONG qui va être distinguée pour ça. Et ensuite, faire la même chose qu'on a fait sur les autres projets, créer une atmosphère de travail en commun entre les différents organismes, entre les producteurs, les porteurs de projets, les habitants, les villes voisines, la santé, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, et faire un projet en compromis de tous. Quoi. Ouais, d'accord. Donc là, il y a un enjeu environnemental, mais pas que, quoi. Enfin, il y a énormément d'éco-bénéfices, quoi. C'est ça le truc. Ouais, ce sont les éco-bénéfices, comme tu dis, qui impactent une fois que le projet est mis en place. En fait, derrière ça, il y a beaucoup de éco-bénéfices sociaux, environnementaux. Quoi. Et là, donc, du coup, si je comprends bien à travers ton discours, le nombre de projets est en train d'augmenter considérablement, quoi. C'est ça. Avant, ouais. Voilà, exactement. Il est en train d'augmenter, mais comme la procédure, elle est un peu encore méconnue de tous, c'est pas quelque chose de très transparent. Il y a la barrière de la langue aussi, tout ce qui est en anglais. Beaucoup de porteurs de projets sont pas très adaptés à cette manière de faire. Donc, ils doivent demander de l'aide à des consultants, quoi, comme on a vu précédemment. Okay. Et donc, cela fait un mouvement que, en fait, on est en train de développer des projets. Beaucoup de projets, d'après ce que je vois, sont en voie de certification, sont pas encore certifiés, mais bientôt, ça sera le cas et on aura d'autant plus de choix. Et justement, ça mène à parler de notre marketplace où la quantité de projets fera que notre marketplace, notre plateforme permettra à chercher les meilleurs projets de manière plus exhaustive possible et plus facile, plus directe et plus sûre. Ouais, c'est ça. Donc, c'était ça un peu que je voulais te demander. On arrive au moment où si les gens ils ont écouté jusque-là la vidéo, c'est que c'est un sujet qui les intéresse. Et peut-être que ils ont des personnes autour d'eux qui veulent passer à l'action par rapport à ça, ou ils veulent au moins se renseigner. C'est quoi la prochaine étape du coup? Parce que nous, on aura du coup une solution qui permettra d'en savoir beaucoup plus par rapport à ça. Il y a peut-être des gens qui se posent des questions sur est-ce que c'est gratuit, payant,
Et est-ce que voilà, on peut avoir un rendez-vous? Est-ce que on peut en savoir plus sur les projets? Un peu expliquer la vision court terme de la solution qui sera disponible au moment où les personnes regarderont cette vidéo et quel sera le futur, voilà, même sur la sélection des projets d'un point de vue général, quoi. Alors, bientôt, nous, on aura notre plateforme en place. Cette plateforme, elle permettra de faire un tri sur tous les projets, de choisir spécifiquement quel est le type de projet que tu recherches, quels sont les ODD que tu préfères respecter, les objectifs de développement durable, guidés par l'ONU. Et avec l'empreinte carbone que nous aussi, on va développer une branche qui va calculer ton empreinte carbone de manière plus sûre, plus exacte. Cela va donner un tonnage, une quantité, et cette quantité, elle pourra être disposée et compensée chez creditcarbone.com. Donc, ça va être une quantité par an. Donc, chaque année, tu pourras participer, soit d'un coup, soit on paiera par mois. On peut aussi calculer ton empreinte carbone par mois, ou tu paieras un abonnement par mois sur la pollution qui est estimée sur une année, et tu peux avoir la certitude que du coup, ton empreinte carbone, elle est compensée. Pour les entreprises, elles auront aussi, pareil, le même système. Elles auront un certificat en mettant en place le porteur de projet directement avec les organismes régulateurs, les labels. Et donc, elles émettront un certificat avec une quantité de tonnes. Et cette quantité de tonnes, elle pourra être justifiée auprès de l'État et reconnue par rapport est reconnu internationalement, quoi, j'ai envie de dire, Ouais, par c'est rapport aux super. États. C'est super. Bon, voilà, vous l'avez compris, on a du pain sur la planche, du coup, pour Beaucoup, créer cette beaucoup. plateforme. Il y a beaucoup de projets à centraliser, à aider, etc. Et de l'autre côté, il y a le marché aussi qui demande, donc il faut qu'on aide ces acteurs-là. Et qui que vous soyez une entreprise, quelqu'un qui travaille dans l'environnement, un particulier, ou que vous bossez, voilà, pour l'État, et n'hésitez pas à nous contacter, voilà, directement sur la plateforme ou sur LinkedIn. Et Exactement. l'objectif, nous, c'est de créer voilà, vraiment une communauté autour de ça, de la compensation carbone, et de rester tous connectés sur ces sujets-là, et d'avancer ensemble pour faire changer les choses. Et tout seul, ça, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'on est en train de créer tout un écosystème par rapport à ça. On est en train de voir également pour éventuellement faire un comité scientifique dans le futur pour pouvoir nous aider à sélectionner certains projets. Voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc merci à vous si vous avez regardé toute la Juste, vidéo. Et puis Stéphane, si tu as un petit mot pour la fin peut-être. justement, le même discours que toi, Stéphane. Euh, on a beaucoup de travail. C'est quelque chose que ici au Brésil, on a l'habitude de dire qu'une main lave l'autre en fait. On a besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider. Tout seul, on n'arrivera pas, surtout avec un projet d'une magnitude aussi importante. Et participez, suivez sur nos actualités sur creditcarbone.com. Suivez-nous sur les réseaux. On a du contenu régulièrement qui est lancé. Si vous voulez en apprendre plus, allez-y sur le site creditcarbone.com et vous allez trouver beaucoup de contenu qui informe sur beaucoup de sujets que j'en suis sûr vous trouverez ce qu'il vous faut à l'intérieur. Donc merci aussi d'avoir regardé jusqu'à la fin. Encore désolé pour les petits problèmes d'internet et puis voilà. Bonne chance à vous et on se retrouve sur creditcarbone.com. Allez, ciao Steph. Ciao, ciao, ciao Ciao, à tous. ciao. Au revoir.